ma communication aujourd'hui, elle a pour objectif de mettre en lumière certains outils méthodologiques dont je me suis saisie ou que j'ai développés au cours de ma première partie de thèse. Ces derniers ont pour objectif d'aiguiller mon positionnement sur le terrain, celui de praticienne-chercheuse, dans le cadre de mon doctorat encore en cours en sciences de l'éducation, en CIFRE, en collaboration avec une école de cirque amateur, le Centre municipal des arts du cirque, le Lido, à Toulouse. Je vais donc interroger mon processus de recherche à l'aune des outils méthodologiques liés à mon positionnement sur le terrain. Et je vais d'abord vous présenter mon projet de recherche afin de bien comprendre dans quel cadre se situent ces questionnements. Donc, depuis février 2024, je mène un travail de recherche doctorale sur l'émergence et l'évolution de la pédagogie du cirque, développée dans les écoles amateurs pour les enfants et les jeunes. J'ai pour objectif de saisir l'expertise et la singularité de ces établissements qui proposent aux enfants et aux jeunes le cirque comme une activité extrascolaire et mettre à jour comment elles peuvent informer les politiques d'éducation artistique et culturelle, dont les savoirs semblent être mis de côté dans ces politiques à la faveur de l'artiste. Je fais cette étude à partir d'une monographie du Centre municipal des arts du cirque, le Lido, à Toulouse, complétée par un important travail de contextualisation historique locale, donc de cette école et de la région toulousaine, et globale des mouvements éducatifs, politiques et artistiques à l'époque de sa création, dans les années 80. Donc le Lido est une école de cirque amateur aujourd'hui et était professionnelle, même si le professionnel est maintenant une association séparée, elle fonctionne encore sur le même lieu, les Actos Lido et le Lido. Donc elles sont nées conjointement dans les années 80, à l'aune du tournant artistique du cirque contemporain, dont je ne pourrais pas trop parler aujourd'hui, et qui met au centre du travail artistique la création et la singularité, et du changement de paradigme de l'éducation artistique vers les méthodes actives que le Lido a pris de plein pied en prônant l'autonomie et l'individuation. Cette école propose un cursus de 10 ans, de 7 à 17 ans, avec une approche de cirque poussée vers la création de spectacles et la vie de troupe, et donc permet l'analyse de l'éducation artistique et culturelle sur le temps long, dans ses dimensions d'éducation à et par l'art. Dans une approche socio-historique, je vise à caractériser donc la pédagogie de l'art développée au sein du Lido, de cette école, à partir du récit de l'expérience éducative de ses participants, avec des entretiens rétrospectifs menés avec les jeunes et les anciens jeunes participants de cette école. Tout en analysant bien sûr la création de cet espace éducatif à l'aide de recherches archivistiques sur les projets pédagogiques et projets d'établissement et leur évolution, ainsi que des entretiens avec des anciens fondateurs de l'école qui sont restés de nombreuses années au service de celle-ci. Donc, cette approche socio-historique est combinée avec une enquête ethnographique en tant qu'animatrice et membre de l'équipe pédagogique tout au long de la thèse de cette école. Et c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Cette ethnographie se fait à travers du coup des missions professionnelles au sein de l'établissement, car j'effectue mon doctorat dans le cadre du dispositif CIFRE. Je vais rappeler rapidement ce que c'est que la CIFRE, car ce dispositif est déterminant dans la manière dont je construis mon projet de recherche et mon positionnement de praticienne-chercheuse. Donc la CIFRE, c'est une convention industrielle de formation à la recherche, et c'est un dispositif partenarial subventionné par l'État afin de soutenir la recherche dans des établissements hors université. Donc c'est un partenariat entre une université, un doctorat et une organisation. Depuis les années 2000, ce dispositif s'est déployé dans les sciences humaines et sociales, même si avant c'était beaucoup pour l'industrie. Elle s'est ouverte aux associations et aux collectivités territoriales, et non territoriales d'ailleurs. La collaboration entre les parties reste à réinventer pour chaque projet, mais l'ensemble des missions professionnelles du doctorant doivent être liées au travail de recherche, et c'est une des conditions. Donc ce cadre de partenariat pose des enjeux épistémologiques spécifiques, notamment dans l'articulation entre les missions professionnelles et le travail de recherche, qui nécessite un outillage méthodologique spécifique à chaque projet. Donc pour moi, qu'est-ce que ça donne ? Je suis donc salariée de la mairie de Toulouse, rattachée au centre municipal Le Lido, école de cirque amateur, et doctorante du laboratoire culture et diffusion des savoirs à l'université de Bordeaux.
C'est moi-même qui a démarché l'école de cirque municipale de Toulouse avec ce projet de thèse, alors que cela faisait plusieurs années que je travaillais en tant qu'animatrice de cirque dans diverses écoles en région parisienne. Donc mon choix, moi, du dispositif CIFRE tenait à l'envie d'explorer la manière dont un chercheur pouvait participer à la dynamique d'un établissement d'enseignement artistique et aussi d'une trajectoire professionnelle d'enseignant de cirque. Donc, au sein de l'école, j'ai des missions aujourd'hui d'enseignement. J'accompagne une troupe d'adolescents avec 5 heures de cours par semaine, des week-ends de travail et 2 semaines de stage, ainsi qu'une semaine de tournée l'été et d'autres des événements au cours de l'année. Et bien sûr, je participe et contribue à la vie de l'équipe administrative et pédagogique. Et ces missions d'enseignement font donc partie de mon terrain de recherche. Mission professionnelle, terrain de recherche se confondent. Donc le terme de praticienne-chercheuse m'a donc semblé bien définir mon positionnement, car ma pratique et mon environnement professionnel font partie de mon objet d'étude. Cette posture, bien sûr, crée des opportunités, des défis que j'ai essayé de relever et qu'il est nécessaire d'outiller. Opportunités, car bien sûr, ça m'offre un endroit privilégié d'observation dans ce milieu d'interconnaissance, restreint d'une école afin de connaître au plus près les pratiques. Il offre aussi des possibilités d'expérimentation, de tentatives pédagogiques qui peuvent se révéler heuristiques. Et puis finalement, c'est aussi intégrer un vécu sensible dans les données de la recherche. Mais par ailleurs, c'est aussi des défis, car en effet, les relations avec les collègues sur le terrain peuvent être altérées, doivent se réinventer. Et il y a aussi un défi de reconversion de l'expérience pratique en connaissances scientifiques, auquel on peut se heurter en tant que praticienne-chercheuse. Finalement, ce positionnement, il ne suffit pas d'être décrété, il doit s'outiller. Comment faire pour que ces opportunités soient prises et ces défis relevés ? Catherine Delaverne, dans son article « La posture du praticien-chercheur, un analyseur de l'évolution de la recherche qualitative », formule une possibilité. L'activité professionnelle génère et oriente l'activité de recherche qui, à son tour, ressource et réoriente l'activité professionnelle. Cela est-il automatique ? Comment outiller ces interactions ? Comment vivre ces deux postures pour qu'elles s'entremêlent, s'enchevêtrent et s'enrichissent ? Pour penser cet enchevêtrement, j'ai emprunté le concept de principe dialogique à Edgar Morin, donc il nous aide beaucoup aujourd'hui, qui m'a aidé à comprendre ce que je cherchais à mettre en place, comment faire vivre la dualité de l'animatrice et de la chercheuse, l'une rattachée à la théorie, l'autre plutôt à l'action, la pratique, dans une unité sans écraser leur spécificité. Edgar Morin nous dit « Le principe dialogique nous permet de maintenir la dualité au sein de l'unité. Il associe deux termes à la fois complémentaires et antagonistes. C'est ce que j'ai essayé de faire tenir dans le terme de praticienne-chercheuse. Je vis donc ces deux rôles professionnels de manière alternante, sans que pourtant l'une ou l'autre ne disparaisse, comme le formule Catherine Delaverne. Le praticien-chercheur assume la coexistence en situation de ces deux positions, dont tantôt l'une, tantôt l'autre domine. Comment nourrir sa dualité et surtout la rendre heuristique pour la recherche ? Je vais tenter de vous exposer les outils méthodologiques que j'ai développés dans cette première partie de doctorat pour répondre à ce défi de positionnement dans une relation aux autres, mais aussi à soi. Puis enfin, j'analyserai la manière dont ils participent à la construction de mes résultats scientifiques. Donc, j'ai fait un petit schéma. Premièrement, je vais rendre compte du coup des outils que j'ai mis en place pour faire exister la chercheuse dans mes activités pédagogiques. C'est la colonne de gauche. Puis inversement, la pédagogue dans mes activités de recherche. Vous pourrez voir dans la colonne de droite. Cela selon deux perspectives, le rapport à soi, comment je fais vivre cet positionnement en moi-même, et le rapport aux autres, à travers quels outils méthodologiques je fais exister ces deux positionnements. Comment être chercheuse change ma manière d'être animatrice ? Mon activité d'enseignement est un élément d'investigation de mon objet de recherche. Il me fallait mettre en place un outil de réflexivité par lequel je me prends pour objet d'analyse et de connaissance. Et donc, dans ce cadre, je rédige un carnet de pédagogie où, après les cours que je donne, j'inscris les réflexions et les observations que j'ai pu faire du point de vue de l'animatrice en cirque. Je ne cherche pas à les faire corréler à mes questions de recherche. Je pars de ce que je vis et ai besoin de dire en tant qu'animatrice de cirque pour faire ce travail. Ce n'est qu'après que je relis mon carnet de pédagogie avec mes lunettes de chercheuse. Je vous ai mis un extrait ici qui donne à voir le type d'écriture et de réflexion que constitue ce carnet de pédagogie. Hier, je réfléchissais à comment continuer à donner la place au Cirque Astix, ce qui est le nom de la troupe que j'accompagne, une troupe d'adolescents, pour qu'ils puissent s'approprier collectivement ce thème de recherche.
J'ai imaginé une mind map qui regrouperait les différentes choses qu'on a pu se dire à propos du spectacle et qui sont restées. On pourrait y ajouter les motifs, thématiques, micro-histoires relevées par Alba dans le message envoyé au groupe. Je trouve ça intéressant la manière dont on construit la thématique du spectacle. On n'a pas cherché à tout de suite cerner un monde, un univers. Les discussions amenaient différents éléments, les mini-créas aussi. Comment tout cela peut être présenté et prendre forme. Donc dans cet extrait, je laisse une trace du travail de construction d'une thématique de spectacle. Comment on s'y est pris avec mon collègue, mon binôme. Je suis à court de temps, c'est ça ? Ah oui, d'accord. Waouh. Quels ont été les questionnements qui nous ont traversés et me permet de mieux cerner les dynamiques en place dans la création. J'ai aussi créé un outil de confrontation. Avec ça, du coup, je participe à des réunions de la commission pédagogie, qui est une commission nationale. Et du coup, je rencontre d'autres collègues pédagogues avec qui je peux confronter mes conceptions pédagogiques. J'utilise aussi en tant que doctorante en immersion active, j'utilise un outil de distanciation bien connu qui est suivi du journal de recherche, qui me permet de recréer le monde de la recherche et ne pas se perdre dans l'opérationnalité du quotidien. Et un outil d'ouverture qui est celui du carnet de bord, un bloc d'activités que je partage avec l'ensemble de mes collègues et les personnes avec qui sont autour de moi dans cette recherche et qui leur permet de connaître et de s'acclimater à mes activités de recherche. Donc voilà, disponible en ligne. Ces différents outils, ça me permet à la fois de situer les savoirs que je crée à l'aune de mon entourage et de ce lieu d'interconnaissance et ainsi coproduire des analyses avec les personnes sur le terrain. Voilà, merci. Je suis désolée, j'ai dû... C'est moi qui suis désolé. Mais c'est pour laisser le temps à la discussion. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde de discuter et d'échanger autour de votre... Merci, votre compréhension. Donc, Pascal Terrien. Merci, madame, pour votre présentation, que je trouve très, très intéressante, très riche aussi, et puis qui ouvre des perspectives du point de vue méthodologique très intéressantes. Voilà. Non, moi, j'ai une question qui touche le vieillard que je suis et qui cherche des contrats financés pour les jeunes doctorants. Vous évoquez la CIFRE. J'en ai eu. J'ai eu des étudiants en France. Comment avez-vous procédé? Ça, je crois que ça nous intéresse. C'est pareil, c'est pas anecdotique. Comment avez-vous procédé pour obtenir cette CIFRE avec une agglo ou je crois qu'une municipalité, c'est ça? Voilà. Ça c'est intéressant. On peut en discuter rapidement, s'il vous plaît. Il faut beaucoup de patience et un métier à côté. Donc moi, je suis sortie de mon master avec mon mémoire avec l'idée, cette envie finalement de rester, de continuer mon travail en thèse. Donc c'est une idée que j'avais depuis longtemps. Et pour vous dire, j'ai travaillé pendant 4 ans avant que ça se mette en place. Donc j'étais pas pressée, mais mon idée c'était vraiment de faire une CIFRE. Donc déjà c'était une volonté de ma part. Forcément, j'ai orienté aussi mon projet de recherche avec cette idée en tête. Et à l'époque, je travaillais dans des écoles de cirque à Paris. Et je savais qu'il me fallait trouver une école de cirque qui avait les fonds, parce que ça coûte cher, ça coûte 35 000 € à une organisation de financer un salarié, en fait. Parce que c'est seulement 16 000 € de subvention par an. Donc, je crois, enfin là, je suis peut-être en train de surévaluer mon salaire, mais je crois que c'est ça. Mais... Et donc, du coup, j'ai cherché une école de cirque qui était rattachée à une municipalité assez importante pour qu'elle puisse me financer. Et en plus, c'était super intéressant parce que le Lido, c'était vraiment, ça répondait à toutes mes questions de recherche. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, j'ai d'abord contacté au sein la coordinatrice pédagogique. Donc, je suis d'abord passée en fait par l'école de cirque avant de remonter à la hiérarchie. Et donc, j'ai d'abord eu le soutien de la coordination pédagogique, ensuite de la direction de l'école, ensuite de la direction de l'action socio-culturelle, ensuite de la direction de la recherche, parce que c'est pas la direction de l'action socio-culturelle qui me finance, c'est le développement recherche de la mairie de Toulouse. Et donc, au départ, ils m'ont dit non, j'ai dû attendre 1 an. Je me suis dit, bon, je vais aller me tourner vers des fondations. Enfin,
Voilà, mais du coup, finalement, un an après, on avait continué, on était resté dedans, mais j'ai eu des gens à côté de moi qui m'ont aidé et donc qui m'ont permis de ensuite avoir une validation de la mairie de Toulouse pour ce financement. Et puis après, il faut monter un dossier qu'on envoie à l'ANRT, l'Agence nationale de... Voilà, et qui ensuite accepte ou non ce dossier. Oui. Et ouais. Ouais, et pourtant, voilà, on peut, en art et éducation, on peut. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ça a été super important pour moi, c'était d'intégrer des lieux de recherche, malgré le fait que j'ai pas de rattachement. J'ai été membre du collectif de chercheurs sur le cirque et j'ai pu continuer à faire des activités de recherche dans un groupe de recherche qui s'appelait Cirque et Genre, où j'ai continué en fait à travailler en relation avec des chercheurs et des chercheuses, malgré le fait que je ne sois que masterante, on va dire. Et j'ai aussi participé à d'autres. J'ai travaillé pour le CNAC, le Centre national des arts du cirque, sur des missions de documentation. Enfin, j'ai été proche, en tout cas, des milieux de recherche. Et ça, je pense que c'est important quand on continue à chercher un contrat pour ne pas perdre l'envie, la motivation. Merci beaucoup. Merci. Une question rebond et puis Marie-Christine Bordeaux après. Oui, je voulais rebondir. Laurence Bordenave du collectif Stimuli, mais aussi de la ville de Paris. Et donc, je voulais compléter l'information qui concerne les possibilités de faire des contrats CIFRE à la ville de Paris, donc une collectivité territoriale conséquente, a monté depuis 2 ans maintenant un pôle qui s'appelle Paris Recherche et qui développe le lien et le réseau des universités avec les collectivités et les futurs chercheurs et chercheuses, en menant, je crois, à peu près une dizaine de thèses CIFRE sur des politiques publiques, évidemment, qui ont un intérêt pour la collectivité. Et donc, je pense que c'est un des modèles vers lesquels les collectivités vont aller de plus en plus pour développer ce genre de projet. Et pour le GIS, je pense que c'est une piste potentielle d'insuffler des recherches sur art et éducation. Merci beaucoup. Marie-Christine. Voilà, merci beaucoup pour votre présentation. Marie-Christine Bordeaux, Université Grenoble-Alpes. Alors, vous êtes dans un cas de CIFRE que l'on connaît, qui ne représente pas tous les autres cas. Alors, je voulais en parler avec vous parce que je suis en train de terminer, de faire aboutir une convention CIFRE dans laquelle la personne qui va faire la thèse n'était pas déjà présente. Donc, il y a eu un moment de définition du projet CIFRE par la collectivité territoriale, un moment de négociation avec le labo pour que le labo puisse dire voilà ce qui nous intéresse, et ensuite un moment de choix de la personne qui va faire le doctorat. Donc en fait, on a 3 étapes. Il y a une première étape où les intérêts et les questionnements sont posés par la structure, une étape où les intérêts et questionnements sont posés d'une manière scientifique par le laboratoire. Et puis, il y a la 3e étape qui est l'appropriation de tout ça par la personne qui va réaliser cette thèse pour qu'elle puisse définir elle-même sa question de recherche. Alors, du coup, la question que je voulais vous poser, là, j'ai l'impression que la question posée par la structure professionnelle et la question que vous posiez en amont de la thèse CIFRE en tant que jeune chercheur, on doit être sur quelque chose qui est assez superposable, j'imagine. Et comme vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour tout nous présenter, je voulais vous demander comment vous utilisez votre cadre épistémologique pour aboutir à cette distanciation, puisque finalement, vous nous avez présenté la réflexivité, la distanciation plutôt à travers les outils d'enquête. C'est normal, hein, vous étiez interrogé sur la méthodologie dans l'appel. Et ce que vous n'avez pas eu le temps de nous présenter, c'est comment ces outils ils correspondent à une question de recherche qui a un ancrage épistémologique. Donc, si vous avez le temps... Oui, je pense que ce que ces outils m'apportent, et je pense qu'ils vont devenir moins importants dans la seconde partie de ma thèse,
c'est qu'ils me permettent on va dire, de venir faire évoluer ma question de recherche. Et ils sont à cet endroit-là, c'est-à-dire que je suis venue avec une question de recherche au sein de cet espace. Et est-ce qu'elle correspond? À quel endroit elle est pertinente, cohérente? Et finalement, c'est ce que je viens aussi travailler dans cette première partie de ma thèse avec ces outils. C'est-à-dire que je mets en lien ma question de recherche avec des observations, qu'elles soient de l'ordre de mon travail pédagogique ou alors de ma présence quotidienne à l'école de cirque et aussi en lien avec le monde du cirque en général. Donc c'est comme un travail, c'est finalement comme un travail préalable en fait, qui vont m'aider dans cette deuxième partie de thèse qui m'aide aujourd'hui à créer les grilles d'entretien que je vais faire avec les anciens participants. Et en fait, c'est un outil on va dire, de création de problématiques. Ça répond à la question. Oui, pardon, je vais prolonger peut-être la question de Marie-Christine Bordeaux. Moi, je suis assez impressionnée par cette grille qui est devant nous, là, et je me posais la question. C'est toujours une vraie question en recherche quand on essaie de mettre en place des méthodologies. Ça va être très naïf comme question. Ça vous est venu d'où le fait d'avoir alors je comprends bien les deux colonnes. On voit bien, vous avez une posture de pédagogue doctorante, donc il y a une dimension, une valence, on va dire, pédagogue, et puis une valence chercheuse. Et comment vous avez croisé avec ces deux pôles, rapport à soi, rapport aux autres? Est-ce que ça vous est venu quelle est la part de j'allais dire de créativité presque dans votre démarche, et quelle est la part d'état de l'art, de revue de littérature? Et je trouve ça très intéressant, je trouverais ça très intéressant de croiser votre posture avec les postures qu'on peut avoir. Ça a été un petit peu développé dans la recherche en didactique, la posture d'enseignant, pas d'enseignant-chercheur au sens universitaire, mais enseignant et chercheur en didactique. Je pense aux travaux de Santini notamment, du coup, je me demande comment, voilà, parce que je pense qu'il y a une transférabilité assez, un pouvoir de transfert qui est assez évident, et donc merci beaucoup pour ça. Et du coup, j'aimerais savoir un peu, voilà, comment vous avez travaillé pour aboutir à cette grille. Donc, je dirais que cette grille est encore expérimentale, et j'en vois encore à certains moments un peu les limites, mais que je n'ai pas pu aborder encore ici. Mais en tout cas, dans un premier temps, est arrivé d'abord, du coup, comme vous l'avez vu, ces deux grilles-là, qui étaient vraiment un problème que j'avais, que je ressentais quand je travaillais. C'est-à-dire que, par exemple, j'avais du mal à écrire dans mon journal de recherche quand je travaillais à l'école de cirque. Je sentais que je trahissais quelque chose, que je n'arrivais pas à rentrer dans cette sphère cognitive de l'ordre du journal de recherche quand je me situais à l'école de cirque, et que je devais du coup rentrer dans un autre lieu pour réussir à écrire sur mon journal de recherche. Donc cette question, en tout cas, de trahir le terrain, enfin voilà, il y avait ça, un peu ces deux différences, pourquoi, à quel moment c'est venu, et puis et pareil, de trahir l'animatrice si j'étais déjà dans une forte réflexivité, on va dire, théorique, alors qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas les concepts quand je travaille avec les enfants, c'est les enfants. Enfin, il y avait en tout cas un conflit qui était là, et du coup, j'ai dû diviser ces deux choses-là. Et après, de rapport à soi, rapport aux autres, en fait, c'est quand j'ai listé les outils, parce qu'il y en a d'autres aussi. Enfin, là, j'en ai présenté, mais en fait, il y en a d'autres. Je me suis rendu compte qu'on pouvait les différencier dans ces deux pôles. Et c'est après qu'ensuite j'ai essayé de voir, mais en fait, quels outils, quelles fonctions ils avaient, quelles fonctions épistémologiques ils avaient. Donc voilà, je dirais, pour comment cette grille est apparue petit à petit. Et oui, voilà. Et je pense que dans le rapport à soi, il y a quelque chose de la forme cognitive. Enfin, quelque chose autour du cognitif. Comment est-ce qu'on peut ne pas régler deux questions, deux solutions en même temps? Comment, quand je suis sur le terrain et que je donne cours, je ne peux pas régler ma question de recherche, on va dire. Et puis, je pense que c'est dû au fait que ma question de recherche, elle n'est pas directement didactique.
parce qu'elle prend une focale plus grande. Donc si elle était directement didactique, ça marcherait peut-être. Mais du coup, il y a une espèce de conflit entre mon terrain précis et ma question de recherche. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue aussi de ce terrain-là, c'est comment l'enquête ethnographique n'est pas le centre de la recherche quelque part, mais vient la nourrir. Voilà, et c'est aussi ce déplacement, cette différence qui fait que je suis obligée de mettre en place ces outils, je crois. Une question, peut-être l'avant-dernière, d'Isabelle Clavry. Merci donc Isabelle Clavry, ex-Marseille Université. Toujours par rapport à ce visuel, je vois bien le double positionnement dialogique pédagogue-doctorante dont vous avez parlé, vraiment c'était très éclairant. Mais il y a aussi une autre dimension dialogique, c'est la dimension dialogique entre la pédagogue doctorante et les acteurs de terrain, et en particulier cette coproduction d'analyse qui n'est pas forcément systématique quand on met en place en fait des recherches, par exemple participatives. Donc comment vous avez travaillé cette coproduction d'analyse avec les acteurs de terrain? Comment vous l'avez menée? Comment vous les avez impliqués dans la phase d'analyse? C'est ma question. Pour moi, elle n'est pas... dans le sens... elle est formulée au titre de... en tant que je suis partie intégrante du terrain. C'est-à-dire que je ne mets pas en place des dispositifs qui me permettent de faire une coproduction d'analyse. Mais dans le sens où j'essaie de créer des espaces qui le permettent, c'est-à-dire d'échanges autour de ma question de recherche, et du coup des discussions informelles ethnographiques qui ont lieu. C'est-à-dire de voir comment ma présence en tant que chercheuse va venir... Mais ils n'ont pas une place... Ils ont une place d'influence. Et peut-être que le mot de coproduction est trop fort dans ce cas-là. Mais il me semble que quand même c'est important, plutôt que d'écriture. Voilà. Je n'ai pas mis en place des dispositifs de coécriture, par exemple, ou voilà, je sais pas, d'autres dispositifs qui existeraient de coproduction. Une toute dernière remarque, pour revenir sur la question que posait Cécile sur le rapport à soi et le rapport aux autres. Vous connaissez les travaux de Bernard Charlot? Je ne crois pas. Alors, quels sont les concepts Bernard Charlot, utilisent dans des travaux des années 80, j'étais plus jeune, 80, 90, parle du rapport au savoir. Et par le rapport au savoir, il amène ce rapport à soi, ce rapport aux autres. Chapitre 5 du rapport au savoir. Et 6. Peu importe. Je pense que ça, vous pourriez vous appuyer utilement. Et puis, il y a une autre équipe qui a fait des travaux extrêmement intéressants sur rapport à soi, rapport aux autres, rapport au savoir. C'est l'équipe de Nanterre, Paris 10, autour de Blanchard Laville, mais surtout, je pense à Jackie Beiraud. Là, on est en sciences de l'éducation, pure et dure, pas didactique dans les deux cas, mais Jackie Beiraud. Et je crois que ça pourrait aussi vous aider à structurer votre champ théorique là, par rapport à ces questions. Voilà. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant, merci beaucoup. C'est vous que je remercie. Merci Pascal, merci beaucoup, on va vous applaudir. Merci à vous.